Guevara Dayou, William Apollinaire Tchoki et Fabrice Dako sont les trois experts que vous suivrez dans le grand rendez-vous ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Vous êtes sur BB24. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Porto Novo, la ville aux trois noms, et oui, Robonou, Adjache, Onibadje. Mesdames et messieurs, retenez déjà que c'est grâce à Sani Sandrel, Yves Renvi, Robles Avouzoukan, Gaëtan Akpasso, Doris Danhou et Christelle Sabouran que vous nous suivrez aujourd'hui et tout au long de cette semaine sur le grand rendez-vous. Alors, je disais tantôt qu'on aura trois experts ce soir. Déjà, retenez que William Apollinaire Tchoki, expert en environnement, va parler du vote de la loi sur les changements climatiques. Et ce sera avec Amandine Agnambossou. Vous comprenez donc que ce sera dans la rubrique Nature et bien-être qu'on va donc les avoir. Vous aurez également sur ce plateau Fabrice Dako, enseignant en télécommunication, pour parler de l'ingénierie des réseaux et d'infrastructures, un métier pluridisciplinaire. Il sera reçu par Agnat Bello dans Autant Savoir. Le dernier plateau consacré à Esper va recevoir Guevara Dayou. Il est responsable d'une organisation non gouvernementale et avec lui on va parler des différentes sources de financement de ces ONG. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous recevoir ici même Estelle Pazou. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Vous êtes de l'autre côté de la rédaction. Aujourd'hui, on vous retourne l'antenne pour le menu du 1945. Alors, dans le journal ce soir, on parle de l'emprunt obligataire, un moyen de mobilisation de fonds. Certains pays s'en servent pour répondre à leurs besoins de financement. Les alternatives aux sachets plastiques sont également au menu de ce journal. Pour ne pas être sanctionnés, certains Béninois s'y adaptent déjà. Et puis, on parle de football avec cette équipe du Nigeria qui mobilise l'attention du peuple nigérian et même de tous les Africains. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Estelle Pazou, ben bon, je sais déjà que le Nigeria, ça c'est déjà vu, moi je dirais. Le Sénégal à la page aujourd'hui, là, avec le nul de ce dimanche. Vous avez suivi? Enfin, je n'ai pas la programmation en tête, mais je sais que demain, le Nigeria joue contre le Portugal. Ah, nous sommes de tout cœur avec eux. Eh oui. Vous êtes notre espoir, les Nigériens. Vous êtes notre espoir. Nigeria, Sénégal, vous êtes notre espoir dans cette Coupe du Monde. Alors, Estelle, on va se retrouver lorsqu'il va sonner 19h45. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on installe tout de suite le tout premier plateau qui accueille Amandine Agnambossou et son expert. Et pas des moindres, William Apollinaire Tchoki. À tout à l'heure.
Alors, on va parler, mesdames et messieurs, de changement climatique. Le vote de cette loi, on aura le regard d'un spécialiste, William Apollinaire Tchoki, comme je le disais, spécialiste en environnement. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Amandine elle-même sur les changements climatiques. Ce lundi, à l'hémicycle, les députés se retrouvent après le long week-end de la semaine écoulée du fait du Ramadan pour examiner en plénière la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin. Une proposition du député du bloc de la majorité parlementaire, Jean-Michel Abimbola, et 6 autres de ses collègues. Depuis un certain temps, les changements climatiques représentent une menace majeure au développement durable et se manifestent aujourd'hui avec acuité par la perte de la diversité biologique, la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres, l'érosion côtière, la déforestation, la pollution atmosphérique. La liste des effets néfastes des changements climatiques n'est pas exhaustive. Le texte de loi proposé comporte 98 articles, organisés en 32 chapitres et répartis en 10 titres. Il vise à prévenir, protéger et gérer les conséquences des changements climatiques dont le peuple béninois pourrait être victime à court, moyen et long terme. Au terme des débats qui ont duré une partie de l'après-midi, la loi portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin a été adoptée à l'unanimité. Une loi qui permet au Bénin de prendre désormais des mesures efficaces de riposte, d'adaptation et d'atténuation en fixant des objectifs précis de développement économique et social durable, de sécurité et d'efficacité énergétique, et cela conformément aux dispositions spécifiques des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs au changement climatique auxquels le pays est parti. Le texte comporte des innovations, dont l'instauration d'une taxe carbone sur certaines activités en son article 76. En ce qui concerne la taxe carbone, effectivement, tant par l'atténuation que par l'adaptation, on ne pourrait pas annuler totalement l'émission des gaz à effet de serre. Donc on instaure une taxe pour instaurer une certaine forme d'équité vis-à-vis de ceux qui émettent plus que d'autres. Il y a un niveau, un seuil qu'il faut définir au-dessus duquel et ceux qui sont des grands émetteurs soient obligés de payer la taxe carbone. Après sa mise en conformité constitutionnelle et sa promulgation, le législateur, en l'article 98 de la présente loi, a prévu une période de grâce de 6 mois avant son entrée en vigueur. Et voilà, c'était donc le reportage de Guillaume Avienou. Et on a sur ce plateau Amandine Niambossou, ma fine fleur. Donnez-moi la main. Comment vous allez? Bonsoir, vous portez très bien. Ça peut aller. Ça doit aller. Monsieur Tchoki, comment vous allez? Je vais très bien, heureuse d'Amandine. Vous portez bien? Très bien. Je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Merci bien. Le 13h de l'autre côté. Alors, mesdames et messieurs, oui, le 13h, en fait, il est sur la une. Il est de l'autre côté de la télévision nationale. Il présente le 13h souvent et le 23h30, le journal. Alors, Amandine, on va y aller avec le vote de cette nouvelle loi-là, oui. Oui, heureuse d'annoncer, on va parler aujourd'hui du vote de la loi sur la réglementation des changements climatiques. Et quand on dit réglementation des changements climatiques, les gens tiquent. William Tchoki, pourquoi une loi sur les changements climatiques? C'est vrai que quand on parle de loi sur les changements climatiques, a priori les gens s'étonnent, voilà. Disent mais c'est l'environnement. Loi sur les changements climatiques et les gens tiquent. Voilà, les gens tiquent. Voilà. Ils s'étonnent du moins pour que cette loi soit votée au Bénin. Mais en fait, la loi s'intéresse beaucoup plus aux actions. Par exemple, quand on parle de variation, c'est beaucoup plus lié directement ou indirectement à l'action humaine sur la nature en général. Okay. Et quand on parle d'action humaine, on parle de déforestation, de coupure abusive de bois, d'utilisation des pesticides qui peuvent nuire à notre cadre de vie. On parle également de pollution et autres. Voilà, c'est cela que la loi veut réglementer. Donc ce n'est pas une loi qui interdit les changements climatiques. La loi n'interdit pas. On ne peut pas interdire les changements. Voilà. Elle veut cadrer peut-être le changement climatique. Okay. Est-ce que vous avez une idée du contenu de cette loi? Je sais que la loi n'est pas encore disponible. Est-ce que vous avez une petite idée des dispositions qui sont prises par cette loi? Je l'ai parcouru comme beaucoup de personnes. J'ai vu les grandes parties de cette loi. C'est ce que j'ai commencé par dire.
C'est d'abord les actions liées à l'homme. Nous, en tant qu'hommes sur Terre, les actions que nous menons qui peuvent porter atteinte à notre cadre de vie. C'est cela que la loi essaie quand même de réglementer. Quand je prends par exemple les forêts, on n'est pas un pays forestier au Bénin, mais on constate que chaque jour, nous coupons des bois. Soit pour des activités, c'est pas moi, pour les feux de bois, les feux de chauffe. Il y a aussi des menuisiers, pas les menuisiers, il y a des menuisiers qui utilisent quand même du bois. Il y a quand même beaucoup d'activités que nous menons, même là où nous sommes ici, il y a beaucoup d'atteinte à l'environnement. Donc c'est tout ça que l'État veut réglementer. On ne refuse pas d'utiliser les ressources naturelles, mais on veut en sorte qu'on utilise pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. C'est-à-dire, cela veut dire qu'il y a des sanctions qui sont prévues dans cette loi? Il y a des sanctions qui sont prévues, mais quand on parle de sanctions, c'est peut-être, vous vous rappelez quand le régime Talon est arrivé, il y avait cette loi qui est sortie qui interdit tout coupure de bois. C'est un peu cela, on veut réglementer les choses. On veut dire, nous avons des reliques forestières, mais il faut savoir comment l'utiliser pour que les générations futures puissent aussi en bénéficier. Donc cette loi vient renforcer l'existant. L'existant, voilà. Mais peut-être il y a quand même une innovation. Le ministre même est intervenu par rapport à l'instauration d'une taxe carbone. Il y a la taxe carbone, par exemple. Vous savez, dans la Constitution, on parlait de pollueur-payeur. Oui. Quand vous portez atteinte à l'environnement, vous devez payer les dommages. L'autre innovation qu'on apporte par rapport à cette loi, vous savez, il y a des industries qui s'installent dans notre pays. On exige à ce qu'on ait l'étude d'impact environnemental pour toute unité qui veut s'installer dans le pays. Pour qu'on sache à peu près c'est quoi les nuisances que l'unité pourrait causer à l'environnement pour qu'on puisse corriger. Parce que si vous polluez l'environnement, il faut que vous payiez pour qu'on puisse corriger ce qui s'est passé. Parce que quand j'installe une unité dans un quartier, dans un environnement, et que j'émets des gaz, il y a des populations qui sont exposées. Il y a aussi les végétaux aussi qui sont touchés. Alors comment faire pour qu'on puisse en retour corriger les torts qu'on cause à l'environnement? Donc c'est en cela qu'on a fixé cette taxe qu'on appelle taxe carbone. Voilà. Et vous, en tant que spécialiste des changements climatiques, quelles sont vos impressions? Je crois quand même que c'est une innovation pour notre pays. C'est vrai, quand on parle de changement climatique, on parlait avant d'adaptation et d'atténuation. Voilà des trucs qu'on a tout le temps connus. Mais aujourd'hui, on veut faire en sorte quand même que les hommes puissent aussi réduire l'émission des gaz à effet de serre, qu'on puisse arrêter de couper abusivement les bois, qu'on n'utilise pas, par exemple, les énergies fossiles comme on le veut, qu'on se tourne beaucoup plus sur les énergies propres. Mais j'ai constaté que vous accentuez beaucoup plus votre intervention sur la coupe des bois et autres, alors qu'il y a d'autres phénomènes qui agissent sur l'environnement. Il y a aussi l'utilisation abusive des engrais, des pesticides dans les champs. Vous savez, je ne vais pas nommer de localité pour qu'on discute de stigmatiser des zones, mais si cette loi que l'État a fini par adopter peut réduire l'utilisation d'engrais chimiques dans les champs, je prends dans le département de la Liborie, là je donne la localité qui est concernée. Si cette loi peut agir à ce niveau, on est sûr de pouvoir protéger cette commune, mais ces communes qui produisent l'or blanc, parce qu'on dit que si on continue de le faire tel on le fait, dans 5 ans, ces localités pourraient devenir de vrais déserts. Voilà encore une autre innovation qu'on apporte à cela. On a tellement de lois au Bénin et les gens votent, on sait ce que ça devient. Après, qu'est-ce que vous suggérez? Est-ce qu'après, on doit observer 6 mois avant que la loi il y aura les décrets d'application tout à fait, avant l'entrée en vigueur de la loi. Oui. En attendant, on fait quoi? En attendant, c'est un peu comme on a fait pour les sachets plastiques. On essaie de sensibiliser davantage les populations sur ce qui arrive comme loi. On leur dit, OK, désormais, il y a une loi qui arrête, ou du moins qui quadrille nos comportements. Si nous faisons mal, la loi va nous punir. Il vaut mieux qu'on sache le faire pour ne pas enfreindre à la loi. Mais sur le terrain, on n'a pas l'impression que la sensibilisation... C'est vrai que sur le terrain, on ne constate pas encore, comment dirais-je, la réalisation, du moins c'est la volonté que cela devait faire aboutir par rapport à la loi. Mais je crois que c'est aux décideurs, ou du moins au ministère du cadre de vie surtout, à ces cadres, de descendre sur le terrain et d'expliquer vraiment la teneur de cette loi aux concitoyens. Et je suis sûr que quand on explique aux populations béninoises, ils comprennent et puis ils se ressaisissent. Le Béninois est si droit et si docile? Je crois que nous, Béninois, on est droit, on respecte la loi. Quand on nous dit que cela n'est pas bien, on respecte et puis on rentre dans les rangs. Mais il faut également dire que nous aimons également la répression avant d'entrer dans les rangs. On a quand même la répression avant de rentrer. Oui, parfois, c'est vrai que parfois, quand la loi est là... Non, quand on vote la loi et que les gens ne viennent pas vous expliquer,
Vous ne comprenez pas. Voilà. Vous continuez dans vos erreurs. Mais quand les gens descendent, vous expliquent. Vous vous corrigez et vous n'acceptez pas qu'on vienne demain vous arrêter ou du moins vous dire que vous devez payer une taxe par rapport à l'erreur commise. C'est cela qui manque. Si les gens descendaient et qu'ils expliquaient aux populations, je suis sûr qu'on ne va pas attendre la répression avant de s'arrêter. Et la loi sur les changements climatiques, ça concerne tous les Béninois ou bien c'est pour une frange de la population? Ça concerne tous les Béninois. Il n'y a pas de frange. Cette loi me concerne, vous concerne heureuse. C'est pas moi qui concerne le paysan dans son champ, c'est pour tout le monde parce que c'est une loi du Bénin et on est tous des Béninois, donc ça nous concerne tous. Donc, selon vous, c'est une loi qui a toute son importance. Elle a son importance parce que là, on dit ce sont des actions beaucoup plus liées à l'action humaine. Voilà, c'est cela que cela veut réglementer. Parce qu'on se dit qu'on est dans la nature, on peut tout faire, mais non, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas vouloir utiliser de l'engrais chimique pour avoir un rendement grand. Si on le fait, on porte atteinte à l'environnement, on détruit la nature, et là, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que alors les changements climatiques, pour rappeler un peu les dégâts, tout ce que ça cause, pourquoi alors on a voté cette loi? Faites-nous un petit état des lieux. Quand on parle de changement climatique, dans le contexte béninois, on parlera de variabilité. Parce que quand on parle de changement climatique, il faut le prendre sur 30 ans. Voilà. Mais dans le contexte béninois, on parlera... Il faut prendre ça sur 30 ans. Sur 30 ans au moins. Pour parler de changement climatique. Okay. Mais dans le contexte béninois, on parlera de variabilité. Parce que, par exemple, on dit que cette année, il n'y a pas eu assez de pluie et que l'année dernière, il y a eu assez de pluie. Là, c'est un changement, enfin, pas changement, c'est une variabilité qu'on a constatée. Pas encore un changement climatique. Pas encore un changement climatique. C'est cela la différence que les gens doivent comprendre. OK. Mais là, je me demande bien... La loi, elle existe déjà. Il y a des sanctions certainement. Est-ce que vous avez une idée des sanctions prévues par cette loi lorsqu'on en fait à la loi? J'avoue que je n'ai aucune idée des sanctions qui sont prévues. On attend la disponibilité. C'est vrai que toute la loi n'est pas encore disponible. Voilà. Ce n'est que quelques moutures qu'on a pu, on a pu lire. Voilà. On attend que la loi soit vraiment adoptée par le, pas promulguée par le chef de l'État. Et là, on est sûr d'avoir toute la plaquette. Avec les décrets d'application et autres, et puis là, on sera beaucoup plus informé. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que désormais, il y a une loi qui réglemente les changements climatiques au Bénin. Donc, tout le monde doit faire l'effort pour sa vulgarisation. Tout à fait. Moi, je dirais, peut-être, il y a une loi qui réglemente les actions des hommes sur l'environnement. Lorsqu'on parle de changement climatique. Il y a beaucoup de lois, par exemple, quand je prends la loi cadre sur l'environnement, c'est la Bible quand on parle de l'environnement. Il y a cette loi qui, déjà, nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais cette loi, c'est de façon spécifique sur le changement climatique et liée beaucoup plus aux actions humaines. Actions anthropiques qui peut, provoquer une variabilité climatique. Merci à vous, William Tchoki. C'est moi. Ça n'a pas été facile de vous avoir. Bon, ça, c'est un secret que je viens de filer. N'est-ce pas? Ce n'est plus un secret. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Nature et Bien-être qui recevait William Apollinaire Tchoki, spécialiste en environnement. On parlait avec lui, on décortiquait un peu cette loi sur les changements climatiques qui a été votée par les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Après donc Nature et Bien-être, on va installer le plateau de notre expert. Guevara Dayou, il est notre expert de ce soir. Il est responsable d'une organisation non gouvernementale. Et avec lui, on va parler des sources de financement. Monsieur Dayou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. C'est plutôt à moi de vous remercier. Ça fait un bail, hein? Vous étiez sur l'un des plateaux de BB24, ça fait vraiment longtemps. Non, pas aussi longtemps que ça. J'ai été reçu récemment par Asium. Asium, ah bon, pour moi, ça fait un bail. Hein? Peut-être que nous jouons à cache-cache dans les studios. Ça, c'est pas encore croisé. N'est-ce pas? Alors, on parle avec vous des sources de financement. Lorsqu'on parle déjà des organisations non gouvernementales, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Parce qu'il faut dire qu'il y en a tellement sur le terrain et on se demande même si ce sont réellement des ONG. Bon, quand nous parlons des organisations non gouvernementales, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un regroupement de personnes, c'est-à-dire des gens se sont associés dans le but de défendre des intérêts, mais essentiellement à but non lucratif, c'est-à-dire peu importe les économies que peuvent générer les activités qu'ils mettent en place, ils n'ont pas le droit de se partager cela entre eux. Ça va où? C'est pour les activités qu'ils sont en train de mener. Et c'est pour les actions qui sont en train de mener sur le terrain. Mais ils n'ont aucun droit
ni aucune obligation de se partager les économies. Si c'était le cas, ça devient du commerce, c'est cela? Tout à fait. Et ce n'est pas une organisation commerciale. Voilà, alors que ce n'est pas une organisation commerciale. Mais il est important de préciser que une organisation non gouvernementale peut mettre en place des activités commerciales. Mais toujours, les fruits issus de ces activités commerciales doivent toujours permettre à financer les activités ou les projets de cette organisation et non à ce que les membres fondateurs ou les membres adhérents puissent se partager les bénéfices issus de ces activités-là. D'accord. Mais là, si on ne peut pas se partager les bénéfices issus de ces activités, où trouver les fonds? Ça dépend au fait de l'état d'esprit déjà dans lequel vous êtes au moment où vous voulez chercher le financement. Okay. Donc, en termes de sources de financement, on a déjà de l'état d'esprit. Tout à fait. Tout part déjà de l'état d'esprit. Et en termes de sources de financement, nous avons les cotisations des membres. Au niveau des cotisations, il y a les frais d'adhésion, mais il y a aussi les cotisations mensuelles. Donc, toujours en parlant de sources de financement, il y a les subventions de l'État. Donc, il y a certaines normes auxquelles il faut répondre, fournir certains dossiers pour pouvoir être agréé auprès de l'État et bénéficier de ces subventions. Maintenant, toujours en termes de sources de financement, il y a les appels à projets, il y a les appels à levée de fonds ou les campagnes de levée de fonds qui puissent permettre quand même de financer les projets. Ok. Mais bon, allons pas à pas. Lorsqu'on en vient déjà au financement mis à disposition par l'État, est-ce que c'est facile d'obtenir ces financements, ces financements-là? Oui, c'est pour ça que je disais au fait que ça répond à des normes. L'État a mis en place quand même plusieurs mécanismes qui puissent permettre de bénéficier de ces financements. On va venir tout à l'heure aux différents apports en ce qui concerne les financements, mais l'État a mis quand même plusieurs mécanismes qui puissent permettre de bénéficier de ces financements. Et pour pouvoir y postuler ou pour pouvoir exiger de l'État que l'État puisse quand même contribuer, si je dis exiger, c'est un peu fort, mais que l'État puisse quand même contribuer à financer ces activités, il faut répondre à des normes. Et par ces mécanismes, par exemple, l'État a mis le processus de l'accord cadre, la reconnaissance d'utilité publique, l'accord de siège, et puis des protocoles d'entente et d'accord que vous pouvez signer, par exemple, avec certains démembrements de l'État. Donc, lorsque vous avez tout ça disponible, vous pouvez postuler pour obtenir un financement de l'État? Non, pas que lorsque vous avez tout ça disponible. C'est en fait ça le mécanisme qui permet à l'État de vous aider. Peut-être que c'est moi qui suis allé trop vite. D'accord. Quand je parlais de processus de mécanisme, c'est que vous devez, par exemple, être enregistré officiellement auprès des services de l'État. Oui. Vous devez déjà avoir fourni des efforts sur le terrain. Et généralement, on vous demande d'avoir travaillé au moins 3 ans pour une organisation qui... Il faut avoir une expérience donnée. De 3 ans. Donc, pour, par exemple, l'accord cadre ou la reconnaissance d'utilité publique, c'est au moins 3 ans d'activité. Donc, vous devez pouvoir fournir les rapports d'activité et les rapports financiers de 3 ans de votre organisation pour pouvoir demander à l'État à ce qu'il puisse vous subventionner. Mais l'État aussi a mis en place ce qu'on appelle le centre de promotion des organisations de la société civile et des ONG. Donc, il y a un centre auprès duquel, même si vous n'avez pas encore fait 3 ans, mais que vous avez déjà... C'était ma question, oui. Si l'ONG vient de naître, donc l'État ne peut pas l'accompagner? Si, l'État peut l'accompagner. À travers... le centre de promotion de la société civile et des organisations non gouvernementales. Vous vous rapprochez d'eux, ils vous diront les pièces à fournir et comment l'État peut vous subventionner. Subventionner. Vous avez déjà été subventionné par l'État, votre ONG? Non. Votre ONG est d'abord dans quoi? Nous travaillons avec les enfants vulnérables. C'est intéressant. On va voir dans quelle mesure vous recevoir sur le plateau pour parler de ça, des enfants vulnérables dans notre pays. Mais poursuivons déjà le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mis à part le financement de l'État, lorsque les partenaires, je dirais peut-être internationaux, interviennent, quelles sont les conditions selon vous? Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de leur financement? Oui, ça dépend. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a les appels à projets. Et il y a les appels à projets interviennent, ok. Il y a les appels à projets, il y a les campagnes de levée de fonds. Oui. Donc, au niveau des appels à projets, c'est que l'organisme déjà a son financement
Et il définit, à travers des thèmes de référence, il définit comment on peut y soumissionner ou comment on peut y postuler pour pouvoir bénéficier de ce financement-là. Donc, il définit ses critères. Ça peut être 3 ans d'exercice, comme vous pouvez juste avoir créé votre organisation hier et pouvoir bénéficier de ce financement, que c'est peut-être une cagnotte de 2 millions, 3 millions, 80 millions, 100 millions, 200 millions qu'ils mettent en jeu, que c'est une compétition pour pouvoir sélectionner le meilleur projet. Donc, c'est eux qui définissent au fait les critères qui répondent le mieux à leur objectif. De ces différentes sources de financement, laquelle est plus accessible aux ONG? Non, c'est pour ça en fait je disais que tout dépendait de l'état d'esprit. Parce que jusque-là, je parle des différentes sources de financement, oui. Mais au niveau de moi, mon organisation, nous avons toujours fait des levées de fonds. Jamais financé par l'État? Non, nous n'avons pas encore bénéficié d'une subvention de l'État et j'avoue aussi que nous n'y avons pas encore postulé. Nous n'avons pas aussi postulé à un appel à projet. Donc, pour l'instant, nous ne fonctionnons qu'à travers des levées de fonds. Et voilà. Pourquoi cette option-là? Oui, pourquoi cette option? Parce que nous avons trouvé aussi que ça a ses avantages. Lesquels? Ça a d'abord l'avantage de permettre d'être autonome. Autonome dans la gestion? Non, pas autonome dans la gestion, mais c'est pour éviter au fait que parfois vos projets soient pervertis par le donateur. Ah! Oui, parce que la main qui donne, oui. Et qui donne exagérément ou qui donne plus que toutes les autres, est parfois amenée à vous dire que je voudrais que le projet aille en ce sens. Peut-être pour des raisons de communication, pour améliorer son image, ou peut-être pour des raisons de convenance personnelle ou religieuse. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il disait, en fait, tout dépend de l'état d'esprit. Donc, pour vous, toutes les sources de financement sont accessibles. Tout à fait. Tout dépend de l'état d'esprit de chaque organisation. Tout à fait. Et enfin, en termes de sources de financement, il y a le concept qui prend de plus en plus qu'on appelle le financement participatif. C'est-à-dire? C'est le financement par la foule. C'est des mécanismes au fait, qui ont été mis en place, un peu comme les appels à lever de fonds, mais beaucoup moins contraignants. Vous passez par les réseaux sociaux et à travers des plateformes spécifiques où vous soumettez vos projets et c'est des internautes au fait qui le financent. Donc avec des apports de 1 euro, 2 euros, 100 francs, 200, 300, 1000 francs. Est-ce que là, c'est ce que certaines personnes appellent le crowdfunding? Justement, c'est ça qu'ils appellent le crowdfunding. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller un type de financement? Vous avez tantôt parlé de l'état d'esprit, mais est-ce que vous pouvez conseiller un type de financement parce que votre ONG existe quand même, ça fait un moment. Vous pouvez conseiller un type de financement à ces nouvelles ONG-là qui viennent de s'installer? Je vais leur conseiller un type de financement, mais je vais plutôt les inviter à prendre l'approche autrement. C'est-à-dire? Parce qu'en termes de financement, il y a les différents types d'apports. Il y a les apports en nature, les apports en industrie et les apports en numéraire. Généralement, les gens se focalisent sur les apports en numéraire. Nous voulons l'argent pour pouvoir exécuter nos projets. Alors qu'avec les apports en nature, c'est-à-dire les produits issus du sol ou les produits réels, avec ces produits-là, des sacs de riz, de carottes, plein de trucs, vous pouvez par exemple faire des projets où vous voulez organiser par exemple une sortie pédagogique, vous avez besoin de nourrir les enfants, vous avez besoin par exemple peut-être du riz pour pouvoir préparer le repas, ainsi de suite. Au lieu de réclamer de l'argent, vous pouvez demander des vivres. Des vivres. Et c'est ce que nous faisons généralement. Donc nous disons, nous avons besoin de telle somme, mais de l'autre côté aussi, nous avons besoin de tel pour pouvoir faire nos projets. Et au niveau de l'apport en industrie, c'est que vous mettez vos compétences techniques, votre façon de travailler ou vos connaissances à disposition pour que le projet puisse être mis à disposition. Et parlant toujours de la journée récréative, pour pouvoir préparer en masse, on a besoin de quelqu'un qui sache le faire. Au lieu d'aller engager un service traiteur et de le payer, si quelqu'un décide de mettre son temps à disposition pour pouvoir préparer pour une centaine d'enfants, la personne est la bienvenue et ça allège, vous faites le budget. Donc voilà, donc, là déjà, astuces. Vous utilisez les compétences des membres qui sont de l'ONG. Pas seulement des membres de l'ONG, mais
ce que je dis, par exemple, si la personne s'est préparée pour la masse et qu'elle ne fait pas partie de l'ONG, au lieu d'aller la payer, si elle décide de faire d'offrir son temps gratuitement pour le projet, nous le prenons et ça fait qu'au fait que le projet est allégé. Je donne un exemple, nous avons un budget, nous avons besoin d'1 million pour pouvoir faire une journée récréative pour les enfants. Dans le budget de 1 million, nous avons dégagé 300 000 pour les repas. Dans les 300 000, c'est que nous devons payer le service traiteur, par exemple, à 50 000. Mais quelqu'un qui s'est préparé pour la masse. Et 50 000 de bénéfices, déjà. Pas de bénéfices, mais ça nous fait 50 000 en moins de stress. Et oui, tout à fait, 50 000 en moins de stress. Voilà, vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? Non, je voudrais juste inviter les téléspectateurs qui nous suivent à adopter aussi d'autres approches de financement, qu'ils sont les apports en nature, les apports en industrie et les apports en numéraire. Quand il y a un projet, ne pensez pas systématiquement à l'argent. À l'argent. Merci beaucoup, Dayou Guevara. Vous êtes responsable d'une organisation non gouvernementale qui pense aux enfants vulnérables. On vous aura sur notre plateau pour aborder ce pan du sujet avec vous. On parlait donc avec lui des ONG, les différentes sources de financement. Et ce sera tout pour la rubrique Espère. On va installer à présent Agnat Bello et son invité dans la rubrique Autant savoir. On reçoit sur ce plateau Fabrice Dako. Il est enseignant en télécommunication pour parler de l'ingénierie des réseaux et d'infrastructures, un métier pluridisciplinaire. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Patrick Adjagboudjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État
aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Reportage signé Patrick Adjagbodou, Mathieu Sokenou. On retrouve sur le plateau Aniette Bello. Annie. Heureuse d'annoncer, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous écrivez quoi comme ça? C'est la chute de Patrick Adjagbodou que j'ai appréciée et puis je l'ai noté, oui. N'est-ce pas? Oui. Ah, mais ça c'est bien. Monsieur, oui, Aniette Bello, monsieur Dako. Oui. Comment vous allez? Très bien. Fabrice Dako, je vais très bien aussi. Okay. On a eu Nicolas Gbenou Ton, il est enseignant en télécommunication. On reçoit Dako, Fabrice, enseignant en télécommunication sur le plateau. Oui. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors Annie, on va y aller. Alors, mesdames et messieurs, nous ouvrons ainsi notre bal. Oui, nous allons parler télécom, oui, toute la semaine. Et nous démarrons avec M. Fabrice Dako. Heureuse d'annoncer l'a dit, les formateurs en télécom et réseau. Déjà, dans le reportage, cela a été relevé à la fin par Patrick. On n'a pas beaucoup d'écoles en télécom et réseau. Comment cela s'explique? Je vous remercie, Mme Bello, pour la question. Et je salue aussi vos téléspectateurs. Oui. On n'a pas beaucoup d'écoles. C'est parce que c'est un métier qui est un métier de l'art. C'est un métier de science. Et donc, qui vont vers ce métier, c'est-à-dire qui s'y connaissent et qui peuvent enseigner ce métier à nos frères, à nos jeunes frères qui ont envie de devenir des ingénieurs. Et donc, s'il y a ce manque d'écoles, d'ingénieurs, vous l'avez bien dit, il faut préciser, oui. École d'ingénieurs, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il a de formation? Ce n'est pas toujours facile d'avoir des enseignants qualifiés dans le domaine. Est-ce les étudiants qui ne sont pas assez nombreux pour que d'autres personnes puissent vouloir créer de nouvelles écoles? Est-ce les débouchés qui manquent? Moi, j'ai bien envie de comprendre. Non, ce n'est ni les débouchés ni les enseignants qui manquent. Je peux dire que sur le territoire national, le territoire béninois, nous avons des enseignants très compétents qui enseignent, que ce soit EPAC, que ce soit Sup Télécom BJ ou que ce soit à Foran. Il y a des enseignants compétents qui sont à la disposition de ces centres de formation en télécom qui peuvent valablement enseigner ce métier au Bénin. Je dirais si la chose n'est pas remarquée, comme vous êtes en train de le dire, c'est peut-être manque des promoteurs autour. Okay. Je crois que le plan doit être à ce niveau. D'accord. Je crois que c'est aussi un problème de positionnement. Nous avons dans la sous-région, pour beaucoup de personnes, c'est le Sénégal qui détient la palme d'honneur. Quand les enfants ont vraiment envie d'apprendre les télécoms, on leur conseille souvent d'aller au Sénégal. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à la hauteur de ces pays-là qui ont de grandes ambitions dans le domaine? Oui, vous savez, ces pays ont une avancée sur nous. D'abord, il faut le dire, au temps de nos parents, en télécom, nos grands frères qui ont été formés, M. Ton dont vous parlez, tout ça, quand tu veux te faire former, c'est au Sénégal que tu vas ou bien en Côte d'Ivoire. Moi, ma petite expérience, pour passer mon BTS en télécom, c'est à Abidjan que je l'ai fait. C'est avec l'avènement de Yahi que ça a été fait au Bénin en 2006 ou 2007. C'est très récent donc. Oui, voilà. Donc c'est maintenant qu'on a commencé par faire un parcours en ce qui concerne l'ingénierie télécom. Et donc ce parcours, il faut la faire accompagner avec des programmes qui sont des programmes innovants, des programmes qui respectent les normes afin de se faire un nom au sein de la communauté où désormais les gens... Mais ça a commencé parce que nous avons de la sous-région, il y a des étudiants qui ont quitté Congo, qui sont à l'EPAC. Qui viennent vers nous au Sénégal. Ah bon? Oui, qui sont à l'EPAC, que j'enseigne d'ailleurs, que je connais, je côtoie tous les jours. Et je me dis, déjà, ça a commencé. Mais comment est-ce qu'on devient ingénieur réseau télécom? Oui, pour devenir ingénieur réseau télécom,
Et comme on l'a déjà dit en introduction, il faut déjà avoir un bon bac scientifique, c'est-à-dire série C ou série D ou F ou F2. Maintenant, avec ce baccalauréat, il faut maintenant aller vers une école d'ingénieur. Je mets l'accent là-dessus parce qu'une école d'ingénieur, quand vous rentrez en première année, de première année jusqu'en cinquième année, vous ne faites que de l'ingénierie télécom. Oui. Vous avez 2 ans de prépa, c'est la voie royale. La voie royale, c'est-à-dire que vous avez 2 années de prépa en sciences, c'est-à-dire mathématiques, physique. Et après, la 3e année, c'est l'année de licence pour vous. Et après cette année de licence, vous avez maintenant ce que nous appelons la spécialisation. Vous choisissez un domaine et vous lancez votre master. Quelles sont les différentes spécialisations que nous avons? Oui, on peut en parler déjà. Les spécialisations, vous avez, comme je le disais tantôt, vous avez le réseau. Vous avez le réseau qui est une spécialité dans le domaine des télécoms. Vous avez le EASY, ce que nous appelons EASY, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ingénierie des systèmes d'information. Vous avez le réseau et sécurité. Vous avez le GIT, c'est-à-dire quoi? Génie électrique et télécom. Et donc, ce sont ces spécialités qui se trouvent à votre disposition quand vous êtes dans une école d'ingénieur. D'accord. Alors, avec ces spécificités, est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, spécialisé en réseau, il n'aura pratiquement pas de notion en ce qui concerne le génie électrique? Je n'ai pas bien retenu le nom. Oui, génie électrique, il lui faut. Parce qu'à un moment donné, ces filières sont ensemble. C'est-à-dire, il y a des troncs communs. Il y a des troncs communs. Et donc, vous ne pouvez pas être un ingénieur télécom réseau et ne pas avoir des notions de base en énergie électrique. Parce que la couche primaire en infrastructure réseau, c'est d'abord l'énergie. L'ingénieur s'assure d'abord que l'énergie est propre et disponible. D'accord. Ouais. Ça veut dire que la plupart de ces spécificités-là se rejoignent en un point. Oui. Donc, vous parliez tantôt d'un bac D et d'un bac C pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, quand vous vous en parlez, j'ai l'impression que le système LMD n'a pas véritablement d'impact encore sur le secteur parce que avec le LMD aujourd'hui, on ne parle plus d'ingénieurs, on parle directement de licence, de master et de doctorat. Oui, en fait, la notion d'ingénieur, c'était l'héritage. En fait, c'est ce qu'on a hérité. Oui, oui. Donc, quand le nouveau système LMD est né, le master s'équivale un peu avec le cycle d'ingénieur. Oui. C'est en cela que se séparer de la notion d'ingénieur, pour nous, oui, c'est un peu difficile. Oui, je pense que c'est parce que pendant de tout temps, on liait l'ingénieur à une forme de technicité. C'est peut-être pour ça, et que pour le master, certains ont peut-être l'impression que c'est beaucoup plus théorique. Que pratique. C'est pourquoi beaucoup gardent l'ingénieur. Est-ce que vous avez cette impression? Non, parce que chez nous, je n'ai pas cette impression, parce que chez nous, chez les ingénieurs ou les techniciens, on a deux mondes, en fait. Nous avons les ingénieurs, comme je le dis tout à l'heure, qui réfléchissent, qui conçoivent, qui mettent en œuvre. Nous avons une équipe qui travaille sous eux, qu'on appelle les techniciens. Oui. C'est ceux qui sont tous dans les les câblages, c'est ceux-là. Et ils sont assistés par les ingénieurs qui leur disent, voilà, fais ceci, fais cela, fais cela. Donc, dans ce monde, nous avons ces deux équipes-là. Chaque secteur est bien structuré. Bien structuré. Oui. C'est déjà bien de le savoir. Donc, revenons un peu sur les types d'écoles qui forment et préparent au diplôme d'ingénieur ici. Je crois qu'il y a l'école publique. Il y a l'école publique, il y a l'école publique, l'EPAC. Oui. École polytechnique. Il n'y a pas que l'EPAC, non? Il y avait l'école de la Poste aussi qui formait. Oui, en fait, cette école de la Poste, c'est ça qui est devenu ce que nous voyons tout à l'heure, Subtélécom BJ, ESTB. Vous voulez parler de ESTB? Ok, aujourd'hui, on appelle ESTB Subtélécom BJ. Elle est toujours publique, donc? Ou semi-publique? Ou semi-publique. Ah oui, vous êtes très intéressant, hein, monsieur Dako. Vous êtes très intéressant dans ce que vous dites là, mais moi, j'ai quand même une question, Annie. J'ai une question. Patrick l'a relevé dans son reportage. C'est le secteur des télécommunications. C'est le secteur tant convoité par les jeunes. Je veux bien qu'on en parle, mais d'abord, après avoir suivi le journal, parce que là, il est 19h45, mesdames et messieurs. On retourne l'antenne à la rédaction pour suivre la présentation du journal de Estelle Pazot. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal.
L'emprunt obligataire, l'autre façon pour les pays qui en ont besoin de mobiliser les fonds nécessaires à leur développement. Depuis avril 2016, le Bénin y a fait recours plusieurs fois déjà. Emprunt obligataire, instrument de développement, c'est à suivre dans ce journal. Les alternatives aux sachets plastiques non biodégradables entrent déjà dans les habitudes des Béninois. Ils ne veulent pas tomber sous le coup de la loi et adoptent les attitudes écolo. Et puis le Nigeria, l'un des favoris pour cette édition de la Coupe du Monde. Même si le pays a connu un début pas très rassurant, il porte encore l'espoir de tout un continent. Entre avril 2016 et 2018, le Bénin a émis 5 fois les emprunts obligataires pour collecter les fonds au profit du Trésor public. L'emprunt obligataire, une opération financière dans laquelle le prêteur reçoit un taux d'intérêt périodiquement, tandis que le capital emprunté est remboursé à une date prévue. Ce reportage que la rédaction vous propose vous apprend un peu plus sur l'importance et les caractéristiques de cet instrument financier. C'est une réalisation de Patrick Adiaboudjou. Entre l'emprunt obligataire et les prêts de la Banque mondiale, moi je choisirais volontiers l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, un mode de placement de capitaux sécurisé à un taux d'intérêt fixe et rentable. Un mode souvent privilégié par les États pour mobiliser des ressources financières au profit du Trésor public et diversifier les sources de financement. Parfois, on a de la liquidité, il faut tourner l'argent. Les plus riches aujourd'hui, ils placent l'argent et c'est l'argent qui travaille pour eux. L'État vient sur le marché financier et dit « j'ai besoin que vous m'empruntiez 100 millions. En contrepartie, je vous donnerai 6% et je ne serai à même de payer avant 3 ans. » Ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État qui va le garder par devers lui pendant 3 ans. Et pendant tous ces 3 ans, selon ce que vous avez défini ensemble, l'État sera en train de vous verser 6% du montant que vous lui avez prêté. Un instrument financier pour fructifier l'épargne et booster les projets de développement. L'emprunt obligataire, en son principe, c'est une très belle opération. Et si un gouvernement, par exemple, revient à dire que je préfère faire de l'emprunt obligataire plutôt que recourir au prêt, c'est une très bonne opération que je conseillerais même aux particuliers. Et non seulement aux particuliers, mais aux PME, PMI. Les petites entreprises doivent voir en cette opération une bouffée d'oxygène. Sur le marché financier régional, pour lever des fonds, aucun État ne peut décider à lui seul de l'émission d'un emprunt obligataire. L'État doit avoir en amont le quitus du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, de la Bourse régionale des valeurs mobilières. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant du dernier emprunt obligataire lancé par le Bénin sous la gouvernance du président Talon. Cet emprunt est la 5e expérience du Bénin sur le marché financier régional. C'est un marché financier qui est réglementé et qui a des règles, et les règles sont appliquées à tous ceux qui viennent sur le marché. Certes, l'État a 2 sources de financement, mais il a besoin aussi d'aller sur le marché financier pour lever des emprunts. On a demandé 150 milliards l'année dernière et on a obtenu près de 170 milliards. Et cette année, on a demandé 60 milliards. Moi, mon souhait est que l'État revienne encore l'année prochaine. Si l'émetteur de l'emprunt obligataire communique davantage sur l'utilité de cette opération, l'État gagnerait à mobiliser plus de ressources financières sur le marché financier régional. J'exhorte le gouvernement à communiquer davantage autour de ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. Si elle est formée, si cette population est informée et formée à l'idée de ce que c'est que l'emprunt obligataire, je pense qu'on le comprendrait mieux, qu'il y aurait moins de critiques inutiles et qu'il y aura davantage d'engouement sur le marché financier chaque fois que l'État émet des obligations. Pour le compte de l'année 2018, les chiffres de l'opération d'emprunt obligataire lancée le 23 avril et clôturée le 22 mai dernier ne sont pas encore connus.
Après l'adoption de la loi relative à l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, fournisseurs, commerçants et utilisateurs sont désormais dans une logique de changement de comportement. À l'approche de la date butoir où le sachet plastique ne sera plus toléré, chacun s'active pour ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est du moins le constat sur le terrain. Reportage. Il est pratique et accessible à tous, mais il représente un réel danger pour la santé et surtout pour l'environnement. Le sachet plastique non biodégradable sera bientôt banni des habitudes des Béninois. À Cotonou, à quelques semaines de la phase répressive de la nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, certaines structures commerciales ont déjà pris leurs dispositions. Pour le moment, je finis effectivement mon stock de sachets non biodégradables, mais j'ai déjà du biodégradable. J'en ai déjà là. Il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Le seul frein, c'est le coût. Nous, on n'a pas encore eu nos emballages. Nos emballages sont en commande à l'extérieur, ce n'est pas encore arrivé. Dès que la nouvelle est parvenue, on a d'abord fait une affiche pour avertir les clients. S'ils viennent d'amener leurs emballages, on leur présente les emballages propices des gens. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui prennent ça dans la main. Il y a des sacs de jute qui contiennent le pain. Par contre, d'autres opérateurs économiques traînent encore les pas pour se mettre en règle. Nous n'avons pas encore les emballages demandés. Nous sommes toujours en train d'utiliser les sachets plastiques pour le moment, mais nous avons déjà fait des commandes qui sont déjà en cours, qui vont arriver d'ici à là, et que nous allons commencer par maintenant donner aux clients au moins opportun. L'adoption des alternatives aux sachets plastiques non biodégradables est diversement appréciée des consommateurs. C'est top, parce que déjà le sachet, moi-même, je suis contre les emballages avec des sachets qui polluent l'atmosphère. Maintenant, le système a adopté pour donner des sacs, pour vendre des sacs moyennant 100 francs. J'approuve. Il y aura moins de pollution. C'est une belle stratégie. J'ai apprécié l'emballage qu'ils ont trouvé pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques. Je préférerais que ce soit des sacs en papier. Sacs en papier, sachets plastiques biodégradables, sacs en tissu, autant d'alternatives disponibles sur le marché. Mais ces emballages sont bien plus coûteux tant pour les clients que pour les commerciaux. Les populations béninoises ont jusqu'au mois de juillet pour dire adieu aux sachets plastiques non biodégradables. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP a approuvé la demande d'adhésion de la République démocratique du Congo avec effet immédiat. Le pays devient ainsi le 15e membre du cartel, ce qui porte le nombre de pays africains membres du groupe à 7. Les autres pays africains du groupe sont le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, la Libye, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le Congo occupe le 13e rang devant le Gabon et la Guinée équatoriale avec une seule raffinerie de 20 000 barils par jour fonctionnant actuellement à environ la moitié de sa capacité. La Banque mondiale a approuvé le 19 juin dernier l'octroi d'un financement de 14,6 millions de dollars, soit plus de 8 milliards de francs CFA en faveur des petits agriculteurs zambiens affectés par le changement climatique. Ceci dans le but d'améliorer leur accès au marché. Cet appui entre également dans le cadre de la phase 2 du programme pilote pour la résilience climatique, orienté notamment sur l'adaptation et géré par les fonds d'investissement climatique. On parle à présent de la Coupe du Monde. Après avoir essuyé une défaite lors de sa rencontre avec la Croatie, le Nigeria a ravivé les espoirs de tout un continent en signant une victoire vendredi après-midi. Vainqueur de l'Islande, il a remporté 2-0 son deuxième match. Et même si la suite s'annonce ardue, les Nigériens ont encore foi en cette équipe qui sait les surprendre agréablement. Reportage. Nous sommes à Déroko, où les Nigérians se sont réunis pour supporter leur équipe. Battu lors de son premier match, le Nigeria sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Tout de même, les fanatiques se montrent confiants face à une victoire des Super Eagles.
We are going to win the match. Ce match est à gagner, il n'y a rien à faire. We are going to win we are going to qualify. Bon, après avoir perdu le premier match 2-0 contre la Croatie, bon, ça a été une grande déception pour nous ici, la communauté nigérienne ici au Bénin et au Nigeria entier. Même de loin, on est de cas avec là-bas en Russie. De la première à la 45e minute, rien à mettre sous la dent. C'est la mi-temps, la panique s'empare dans le rang des supporters qui néanmoins se lancent au pronostic. J'ai l'assurance que nous allons gagner 2-0, même les matchs qui viendront. Au moins 2-0, c'est bon. Oui. Du retour des vestiaires, divers chants se font retentir, le sourire revient sur les visages. Ahmed Moussa profite de la fébrilité défensive des Islandais et inscrit un doublé. 2-0, les supporters jubilent. Vraiment, je suis vraiment ému, je suis très satisfait. Non seulement pour le résultat, mais pour la prestation des gars. Ils étaient au niveau qu'on les entendait. Ils ont bien joué aujourd'hui et j'espère qu'ils vont gagner le troisième match aussi. Alors que certains se sentent soulagés par cette victoire, d'autres ont déjà les regards tournés vers le troisième match. Rendez-vous donc le 26 juin. Une semaine pour célébrer la musique moderne et traditionnelle sur tout le territoire béninois. À Cotonou, 40 artistes et musiciens défilent sur scène chaque jour du 21 et ce jusqu'au 1er juillet 2018. L'initiative est de l'Association des managers culturels actifs du Bénin, AMACAB. Elle vise à révéler au grand public les talents artistiques des artistes moins connus. Images et sons, Isdine Bouraïmon et Patrick Adjaboujou. La fête de la musique a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des podiums à Parakou, à Lokossa, à Porto Novo, à Abomey, à Natitengu et ici à Cotonou. Des artistes et groupes de musiciens en live ou en playback sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kérékou pour révéler au grand public leur talent artistique. Ils célèbrent la semaine de la musique dédiée au son et au rythme du Bénin. La musique béninoise se porte mieux et nous voulons encore que cela se porte mieux davantage parce qu'ici nous avons les talents, ici nous avons les artistes qu'il faut. Nous n'avons rien à envier aux autres artistes parce que les talents sont là. Nous avons une richesse énorme. Une richesse musicale qui fait la fierté des Béninois, mais qui malheureusement peine à s'imposer comme un levier de croissance économique et de développement. En Côte d'Ivoire, s'ils sont à un niveau aujourd'hui, c'est parce que tout le monde fait la même chose. Mais malheureusement ici, chez nous au Bénin, tout le monde veut être le roi de quelque chose. Il y a le soyoyo, il y a le sékédé, il y a tellement de choses qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Mais le jour où nous allons comprendre qu'il faut faire une musique le temps d'une saison, pendant au moins 5 ans, et on passe encore à autre chose. Nous allons avancer. Manque de créativité et de concepts innovants, inexistence d'une politique de promotion des œuvres de qualité à l'échelle nationale. Les maux dont souffre la musique béninoise sont énormes. Les conditions de vie, on sait que ça ne va pas. On le sait depuis des années, parce que faute d'organisation, on le sait déjà, mais nous y travaillons. C'est de demander aux artistes de produire des œuvres de qualité. C'est de demander à ce que la promotion de la musique ou bien la culture béninoise soit plus efficace et que l'on apporte les moyens qu'il faut. En attendant d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur, les fans de la musique vont vibrer au rythme des belles mélodies du répertoire musical des artistes du Bénin jusqu'au 1er juillet 2018. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.
Merci beaucoup Estelle Pazou, merci pour la présentation de ce 1945. On va certainement vous retrouver demain lorsqu'il va sonner 19h. Mesdames et messieurs, on est donc avec Fabrice Dako, enseignant en télécommunications, et Agnat Bello. On parlait avec eux de l'ingénierie des réseaux et d'infrastructures, un métier pluridisciplinaire. Et j'avais cette question en suspens. Pourquoi c'est le secteur, les télécommunications, c'est le secteur tant convoité par les jeunes aujourd'hui? Est-ce que ça paye bien, monsieur Dako? Oui, ça paye bien. Ah, ça paye bien. Ben là, il n'y a pas de langue de bois, là. Il est direct et véridique. Ça paye bien. Ça paye bien. Si vous êtes compétent. Ah bon, voilà, si vous êtes compétent. C'est ça. Ça paye bien si vous êtes voilà, compétent. Si vous êtes compétent, c'est à la limite, c'est vous-même qui allez dire votre salaire. Ah, d'accord. La prétention salariale. Oui, à la limite. Et si vous voulez, vous ne voulez pas, je vous laisse, je m'en vais. Il y aura d'autres personnes pour pouvoir venir vers vous. Oui, mais vous. ce n'est pas moi, ce n'est pas ma compétence. Voilà. Et donc, pour revenir un peu en arrière... C'est peut-être parce que vous n'êtes pas nombreux aussi, hein, ou bien peut-être à être bons. C'est ça, en fait. On est nombreux, mais les bons ne sont pas nombreux. Ne sont pas nombreux. Vous êtes bons, c'est sûr. Si Agnat vous a sur ce plateau, c'est parce que vous êtes bons. Non, mais heureuse d'Anondé, comptez sur moi. Je ne déniche que de bonnes personnes pour nos téléspectateurs. C'est ce que vous allez dire. Ce qui est sûr, vous n'avez pas dit le contraire, là. Alors, on peut quand même poursuivre, là? Oui, monsieur Dako, on en était donc aux différents types d'écoles que nous avons ici. On a déjà parlé des écoles publiques. Donc, il y a d'autres écoles privées aussi, sans les nommer, qui sont est-ce que ces écoles, ils sont dans le domaine, mais est-ce qu'ils sont des écoles d'ingénieurs? C'est sur quoi moi je mets l'accent. En fait, si vous êtes un centre universitaire où vous formez en tertiaire, en quelques filières d'ingénierie, où vous dites que vous êtes école d'ingénieurs, moi, ça me pose un problème. Je me dis, bon, est-ce qu'on va les appeler les écoles d'ingénieurs? D'accord, on comprend très bien vos réticences. Alors, on est déjà à la fin. Heureuse d'Anondé, j'ai encore un certain nombre de questions. C'est vrai, mais là... On continue peut-être demain avec notre prochain invité. Merci à vous, monsieur Fabrice Dako. Je rappelle que vous êtes formateur en télécom et réseau. Déjà, ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est très rentable de faire les télécoms. On reviendra dessus. Ça intéresse les femmes. Vous voyez, non, elle est revenue là-dessus. C'est très rentable, les télécoms. Les filles, les gars des télécoms, c'est très rentable. Eh oui. C'est ça, non, Annie? Voilà, vous avez tout compris. J'ai tout compris. Et voilà, merci beaucoup, monsieur Dako, Fabrice Dako, enseignant en télécommunications. Merci également à vous, Agnat. Demain, on va parler toujours télécom. Oui, toujours. Mercredi télécom. Également télécom. Mercredi également, oui. D'accord. Donc, on attend demain pour voir qui vous allez recevoir pour nous et quel pan du sujet on va aborder. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour le grand rendez-vous. Eh oui, c'est terminé. On a eu 3 grands plateaux, c'était bien intéressant, on a parlé environnement, on a eu un expert qui a parlé des organisations non gouvernementales et le sources de financement. Et on est en train de boucler avec Agnat Bello et son invité qui nous parlait des télécommunications. Mais avant de vous laisser partir, voici la météo en rappel.
C'était donc les prévisions météorologiques de la matinée de demain 7 h. On vous remercie pour l'attention. Déjà, retenez que c'est le tout premier numéro du grand rendez-vous de cette semaine. On va se retrouver encore demain pour d'autres informations, surtout des informations liées à votre développement personnel et au développement de la nation. D'ici là, portez-vous très bien.